Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette émission des débriefings. Au sommet de cette émission, nous allons parler notamment des chances des équipes africaines au mondial. Je suis accompagné, comme vous le savez, de notre consultant maison, M. Etoga. M. Etoga, comment allez-vous? Oh, ça va, tout va pour le meilleur du monde. Vous avez suivi le mondial, les équipes africaines sont certes éliminées de ce mondial, mais nous avons encore le Maroc qui continue à faire rêver les Africains. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est le meilleur, c'est l'endroit idéal pour poser ce questionnement que vous faites aujourd'hui, à savoir les chances des équipes africaines à hisser l'Afrique au toit du monde en termes de gain de cette Coupe du Monde que nous cherchons tous. Maintenant, le Maroc est resté dans la compétition, les autres équipes africaines participant à cette coupe-là ont été éliminées. Et la question a son pesant d'or. Maintenant, il faut trouver les moyens, analyser qu'est-ce qui fait problème, qu'est-ce qui cause les véritables faiblesses de la participation africaine quant à essayer de gagner cette Coupe du Monde. On reviendra sur certaines polémiques, mais avant tout, parlons-en du Maroc. Le Maroc a son impact physique, a son système défensif, a sa contre-attaque qu'elle met en place, a ses individualités, mais un collectif bourré de technique. Et on a une impression que le Maroc n'a pas encore atteint sa limite. Non, le Maroc n'a pas encore atteint sa limite et sa limite ne saurait être atteinte. Les équipes africaines ont beaucoup de polémiques. Il y a des polémiques sur les sélections des joueurs, notamment le Ghana par exemple. On évoque des joueurs qui ont monnayé leur sélection, notamment au Cameroun. Est-ce que ces déclarations ou ces dits sont fondés? À l'heure actuelle, de ce que j'ai lu ou entendu, ça relève encore de la rumeur. Mais au Cameroun, la rumeur a ceci de particulier qu'elle devient vraie au fil du moment, au fil de l'évolution du temps. Et on ne saurait évacuer l'information que vous donnez d'un revers de la main. Ce qui me choque ici, c'est le climat préhistorique dans lequel nous vivons encore, à savoir qu'on regarde les autres évoluer, mais nous, on se contente de parler de l'évolution, de formuler des théories d'évolution en termes de management, mais quand vous êtes au fait ou alors au charbon, vous cultivez un comportement préhistorique. Vous monnayez votre participation à une équipe nationale qui veut voir les couleurs de son pays se hisser au plus haut niveau. Et comment est-ce que vous allez y arriver en laissant les pépites qui feront le job avec beaucoup d'abnégation? Et ici, c'est en cela qu'on voit bien que le côté collectif est relégué au calendrier grec et l'individualité, c'est-à-dire un positionnement de personnes en termes de visibilité sur la scène internationale pour mieux marchander dans les équipes en club, par exemple, pour trouver facilement un club, c'est le moyen de travailler la visibilité d'un joueur. C'est encore cette conception préhistorique que nous avons du moins en Afrique et particulièrement au Cameroun, ce qui fragilise un peu les différentes performances que nous avons eues jusqu'à aujourd'hui. Avec un peu de rigueur, vous avez vu qu'à cette Coupe du Monde, le Cameroun a essayé de montrer un autre visage que ce qu'on avait eu par le passé. C'est-à-dire on rentre avec 4 points, on a marqué des goals, on a rendu fier une certaine population. Mais la rumeur continue de courir, de dire par exemple que le coach Rigobert Song et Kalan Congo ont perçu des perdièmes pour faire intégrer certains joueurs dans cette tanière-là, entre guillemets, parce que c'est encore des rumeurs. Mais qu'est-ce que vous voulez, avec ce genre de conception et d'idéologie qui fondent même déjà la matrice de l'équipe nationale, c'est compliqué pour qu'une équipe africaine arrive à remporter cette coupe. Est-ce que André Onana est-il indispensable pour l'équipe nationale ou il faudrait que André Onana rencontre l'entraîneur de l'équipe nationale qui est Rigobert Song
pour pouvoir être réintégré dans cette équipe et continuer avec l'équipe nationale quand on connaît son talent et on sait qu'il est un gardien titulaire à l'Inter de Milan. Vous savez, ici, il faut faire un distinguo entre vos performances en club et ce qui, naturellement, vous donne les capacités nécessaires à venir faire des prouesses en équipe nationale. Mais le comportement que vous avez en club n'est pas forcément le même que vous avez en équipe nationale parce que le groupe n'est pas le même et les affinités que vous construisez en club, vous partagez votre vie avec vos coéquipiers au fil du temps. Vous êtes ensemble, vous faites des entraînements tous les jours. En équipe nationale, ce temps il est réduit et donc se faire des amis, c'est un peu compliqué. Il faut aussi une longue période de participation, de constitution du groupe, qu'il n'y ait pas de bruit et tout ce qui va avec. Maintenant, Andro Onana venu à l'équipe nationale à l'époque de Hugo Broos, ça avait déjà signifié quelques cas d'indiscipline. Voici venu le capitaine Courage à la tête des Lyonnais indomptables. On se rend compte que c'est une récidive. Mais à Vision 4, pour ne pas citer cette chaîne de télévision-là, ils avaient déjà essayé de faire un démenti quant à ce qu'ils n'avaient pas essuyé une quelconque discipline, une quelconque indiscipline. Il avait juste été dupé pour essayer de l'évacuer du vestiaire. Et donc cet esbrouf-là qui vient à l'intérieur d'un vestiaire pour essayer d'écarter un joueur ne peut que créer un malaise auprès de ce joueur-là et de questionner même encore son patriotisme et son envie de venir représenter la patrie. C'est en cela que votre question, la toute première, à savoir est-ce que les équipes africaines ont la maturité à gagner la Coupe du Monde, a tout son pesant d'or. Vous voyez toutes ces questions-là qui viennent ébruiter, n'est-ce pas, l'ambiance dans le groupe et fragiliser même la performance du joueur déjà, parce qu'il doit se justifier sur quelque chose qu'il ne devrait pas. Et maintenant, la polémique qu'il a avec le coach Rigobert Besson, qui aussi a fait une sortie dernièrement pour essayer de dire que c'est un faux problème. Mais si en soi c'est un faux problème, la question est de savoir comment est-ce qu'un faux problème devient problème. Justement, pourquoi M. Onana ne va-t-il pas rencontrer son entraîneur ou le président de la fédération ou ne demande-t-il pas à être entendu dans le cadre d'une commission de discipline de la Fédération camerounaise de football? C'est justement là la véritable problématique. Parce que ici, vous savez aussi que les relations, du moins le monde aujourd'hui, il est dirigé par l'aspiration à des intérêts égoïstes. Et ici, puisque ce n'est pas le Cameroun qui... Andro Onana n'est pas un salarié de l'équipe nationale, il ne vient que là participer à soutenir et défendre les couleurs du pays. Et donc, il n'a pas forcément une obligation en tant qu'employé. Or, au niveau de l'Inter de Milan, il est employé et donc il a obligation de discipline et de respecter les décisions de sa hiérarchie. Mais au niveau du Cameroun, vous avez cette idéologie qui voudrait la remise en question même de l'autorité et qui va du haut jusqu'au bas. Et donc, pourquoi ça ne s'appliquerait pas jusqu'aujourd'hui sur le coach Rigobert Besson? C'est juste pour montrer à quel point le coach du Cameroun n'a pas d'autorité sur son groupe et il ne peut pas faire le job. Mais je pense que s'il revient à de bons sentiments, il a toute sa place à l'équipe nationale. Non, mais on doit revenir à l'équipe nationale du Cameroun. Je ne dirais pas qu'il doit, parce que ça deviendrait comme si on devrait aller le supplier pour qu'il revienne faire son job en tant que citoyen camerounais, s'il en est encore un. Mais maintenant, s'il pense qu'il doit faire amende honorable, parce que c'est Stendhal qui disait que les jugements de la Cour vous rendront blanc ou noir. C'est-à-dire quoi, si il considère le coach Rigobert Besson comme étant son papa, qu'il n'aura jamais raison devant lui. Et donc il doit faire amende honorable et revenir à de meilleurs sentiments, bien que ça fera peut-être mal à sa personnalité, mais c'est le passage. La bagarre
du président de la fédération, Samuel Eto'o, qui a défendu le nom Cameroun. La question du youtubeur était-elle d'actualité? On sait très bien que le Cameroun a gagné sur le terrain, sur le tapis vert l'Algérie, à Alger. Et comment se fait-il que ce youtubeur a continué à titiller l'ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar, qui est Samuel Eto'o? Ben, de ce qui est analysé jusqu'ici, ces analyses-là manquent un peu de pertinence quant à ce que cette attitude schizophrène des citoyens algériens continue à importuner les Camerounais qui ont gagné leur qualification avec beaucoup de maîtrise. C'est le fait que la Coupe du Monde se joue dans un pays arabe. Et partant de cette observation-là, il est, de leur point de vue, inacceptable de voir l'Algérie se faire voler cette qualification-là à ce moment-là. Sur le terrain à Blida. Maintenant, en oubliant qu'à Japoma, il nous avait infligé aussi un score de 1-0, ce qui nous mettait déjà hors de cette compétition. Mais le fait que cette compétition se joue en Afrique, dans un pays arabe, est véritablement l'élément fondamental. Et il y a une certaine guéguerre entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, en Afrique du Nord, ce qui, ma foi, nourrit un peu cet esprit d'amertume auprès de cette population-là. Je vois que cette raison-là pour expliquer cette continuité d'une plaie béante qui aurait dû cicatriser il y a bien longtemps. Pas cicatriser la plaie, mais l'ambassadeur Samuel Eto'o, l'ambassadeur de la Coupe du Monde Samuel Eto'o, a définitivement tourné la page de cette histoire de Blida. Quelles sont les conséquences pour l'ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar? Déjà, en tant que spécialiste de la communication, vous verrez que son image aura pris un coup, parce qu'aujourd'hui, il sera catalogué d'un homme violent. Et donc je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il aimerait quand on essaye d'évoquer le nom Samuel Eto'o. Donc cette perte de maîtrise de soi a forcément eu des conséquences sur son image au plan international et ce qui va déteindre un peu sur l'institution qu'il gère aujourd'hui. Et bien que les autorités du Qatar ont reconnu ce harcèlement auprès du président de la FECAFOOT, la FIFA également, cela n'empêche que dans son communiqué, Samuel Eto'o s'excuse, et ce qui est honorable de sa part. C'est pourquoi je pense que les services de communication qui ont travaillé sur cette question-là ont fait le job et ont essayé de garder, n'est-ce pas, de faire un distinguo entre Samuel Eto'o qui est président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o qui est ambassadeur de cette Coupe du Monde-là, et Samuel Eto'o en tant que personne qui a une certaine humanité et une certaine dignité à préserver. C'est en cela que ce communiqué met l'accent sur le harcèlement qu'aurait subi la personne de Samuel Eto'o tout au cours pendant les 9 mois qui ont suivi cette élimination malheureuse, mais malheureuse pour l'Algérie, mais heureuse pour le Cameroun. Et non, c'est en cela que le football essaye de prôner, n'est-ce pas, ces valeurs de fair play, de consentement à la défaite et de solidarité, même dans la victoire ou dans la défaite. C'est pourquoi à la fin d'un match à élimination, par exemple Croatie-Brésil, vous avez vu un Rodrigo et un Modric se faire du moins se consoler. Donc il n'y a pas cette animosité qu'on a voulu créer dans le match Algérie-Cameroun. Ça reste un jeu. Le groupe G est complètement sorti de la compétition au Qatar. Donc, j'ai fait ici allusion au Brésil, à la Serbie, au Cameroun et à la Suisse. Mais les supporters camerounais n'ont pas accepté l'élimination du Cameroun.
Et ici, on constate que tout le groupe G est sorti de cette compétition. Et on n'a pas vu les supporters suisses, ni brésiliens, ni serbes s'indigner. Je pense que les supporters brésiliens sont en train de s'indigner parce que cette équipe-là a fait miroiter un rêve qu'on a interdit à Samuel Eto'o, par exemple. Et donc aujourd'hui, ils sont retrouvés, ils sont rendus à une réalité qui est tout autre de celle elle aurait aimé avoir. Maintenant, les supporters brésiliens essayent de faire avec, sans toutefois chercher les pouces sur la tête d'un Neymar, un Rodrigo ou un Marquinhos. Mais il y a les pleurs partout au Brésil à l'heure actuelle. Côté suisse, vous savez, ils ont fait une Coupe du Monde honorable selon eux, bien qu'ils aient perdu un 6-1 face au Portugal. Mais ils ont fait leur Coupe du Monde, donc je ne vois pas en quoi ils devraient avoir des regrets. Les véritables nostalgiques de cette histoire, c'est les Camerounais qui n'ont pas usé de la chance qu'ils avaient, usé de l'ensemble des forces qu'ils avaient et minimiser les différentes menaces qui étaient constitutives de cette équipe-là et espérer maintenant gagner une équipe, par exemple, prenable comme la Suisse ou encore comme la Serbie. Parce que dites-vous bien que si vous gagnez le Brésil et vous, aujourd'hui, vous estimez que vous avez votre place. Mais non, c'est sur le terrain que ça se jouait et il fallait le prouver sur le terrain. Et donc, les supporters camerounais ont peut-être raison de s'indigner. Mais je pense que c'est comme on est dans une phase de reconstruction et de redynamisation du football camerounais, j'estime que c'est une victoire Brésil sur le Brésil. Mais cette défaite-là face à la Suisse, face à la Serbie, un nul, mais c'est une défaite, prépare des lendemains meilleurs pour la satisfaction de l'ensemble de la population et de l'équipe nationale camerounaise. Comme la France qui est en train de monter en puissance, qui est une équipe redoutable et qu'on espère certainement pourra faire un remake et gagner cette Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, c'est le souhait de tout Français. C'est le souhait de tout Français. Maintenant, est-ce qu'ils ont les capacités, les moyens et l'ensemble organisationnel pour y arriver? Je pense que oui. Vous n'entendez pas des scandales, vous n'entendez pas des frictions à l'intérieur du groupe. Vous avez un coach qui est décontracté, vous avez un coach qui ne connaît pas le stress et qui le diffuse à l'ensemble de son équipe. Vous avez les cuisiniers qui font un merveilleux travail. Et cette communication-là qui est faite au niveau de la Fédération française de football, qui essaye d'apaiser et d'amener l'ensemble de la population française à croire à cette équipe-là et à dissiper l'ensemble des rumeurs maintenant à ce moment-là qui viendraient saper le moral de l'équipe. Vous avez des interviews de temps en temps qui sont menées, ce qui a manqué un peu à l'équipe camerounaise ou alors au staff qui accompagnait à la Fédération camerounaise de football, qui ne communique pas assez pour rendre compte à l'opinion de l'état d'esprit déjà du groupe, qu'on les entende parler, qu'on ne nous livre pas juste des... Il a dit qu'il va bien, mais le joueur lui-même essaye de transmettre l'esprit, l'état d'esprit du groupe. Un contact direct avec la population, avec les supporters des Lions indomptables. Tout à fait. Et c'est qui essaye un peu de fragiliser l'ensemble des rumeurs que la presse cybernétique essaiera d'utiliser pour faire mieux vendre leurs papiers, par exemple. Et pourquoi pas faire nourrir leurs médias à ce moment-là, puisque la polémique est ce qui se vend le mieux aujourd'hui. Plusieurs équipes sont sorties de cette compétition, notamment la Belgique. Le capitaine des Diables Rouges a annoncé sa fin de carrière internationale. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour Eden Hazard? Non, c'est le président Barack Obama qui disait « quittez les choses avant qu'elles ne vous quittent ». Quittez les choses quand on pense encore du bien de vous, pour ne pas créer cette animosité qu'on posera sur votre personne, bien après que vous ayez quitté,
les choses ont commencé à se dégrader. Je pense qu'il a choisi le bon moment pour essayer de quitter cette équipe nationale-là, et laisser la place à la nouvelle génération qui fera le job. Il estime qu'il a déjà préparé la relève et c'est le meilleur moment pour lui de dire au revoir à l'équipe nationale de la Belgique. Alors, il faudra le construire à partir des joueurs comme Lukaku, De Bruyne et le gardien de but Courtois qui pourrait encadrer des jeunes comme Doku, des nouvelles Onana, des nouvelles... Tout à fait, mais je crois qu'il y aura une série de ces joueurs-là qui vont annoncer leur retraite internationale. Et on a commencé avec le capitaine, je crois un Kevin De Bruyne qui a cette Coupe du Monde-là essayait déjà de mettre en avant ce côté vieillissant. Et je pense pour ma part qu'on n'est pas au bout de nos surprises. On entendra certainement dans les prochains jours qu'eux aussi ils ont l'intention de faire une retraite internationale. Et donc, la nouvelle génération, je pense que cette Coupe du Monde-ci, ils ont déjà essayé de travailler. Pendant les qualifications, ils ont essayé de transmettre l'esprit diable à cette nouvelle génération-là qui devra porter haut les couleurs de la Belgique dans les prochaines échéances. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette émission de débriefing. Nous vous donnons rendez-vous pour nos prochains numéros. À très bientôt.